Nous sommes heureux de démarrer cette année en accueillant Marie-Christine Lorca et Jean van der Spalden qui vont se présenter ensuite. Donc avec un sujet assez large qui concerne l'innovation en formation avec la multimodalité. Donc une chose ou deux pour démarrer. Donc historiquement, au FOD, nous définissons la multimodalité comme une organisation de l'unité de temps, de lieu et d'action, en fait, synchrone, asynchrone, présentiel, distanciel. Et puis, pour préparer ce webinaire, on vous a fait un petit sondage. Donc, on va regarder juste après, en fait, les résultats de ce sondage. Mais effectivement, je souhaitais dire en amont, en introduction, que depuis 20 ans, le digital remodèle continuellement le théâtre des apprentissages et surtout la façon de se former seul ou dans un collectif avec d'autres. Et donc, l'une des difficultés, c'est face au flot continu des innovations technologiques et des modes qui arrivent sans cesse, on peut avoir du mal à se repérer parfois, à comprendre ou utiliser ces nouvelles possibilités. Donc c'est pourquoi nous avons posé la question en préalable de ce que c'était pour vous la multimodalité avant d'aborder ce sujet. Donc voilà les résultats du sondage. Je crois qu'il y a plus de 120 personnes qui ont répondu, donc c'est beaucoup, ça donne une indication assez intéressante. Donc effectivement, à 62%, c'est d'abord et avant tout pour vous la multimodalité, une diversité ajustée des situations d'apprentissage. Et puis aussi pour 21% d'entre vous, un appui raisonné du digital. Effectivement, donc comment utiliser ou pas le digital, à quel moment, à quel endroit. Et bien justement, du coup, le livre que nous allons aborder aujourd'hui, finalement, qui va vous être présenté par Marie-Christine et Jean, Innover en formation avec les multimodalités, vous propose finalement un décryptage à travers le témoignage de 11 experts contributeurs. Donc là, on ne va pas faire le tour du monde, mais on va faire le tour de différents projets. Donc pour ces contributeurs experts, la multimodalité, faire le pari de la multimodalité, c'est mettre l'individu et le groupe d'apprenants au centre de la formation. C'est ce qui m'a semblé important et intéressant dans la présentation de cet ouvrage. Et donc, il est avant tout dédié aux formateurs, aux concepteurs, mais aussi plus largement à toutes les personnes qui conçoivent des dispositifs de formation. Donc voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Marie-Christine et à Jean. Ils vont se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vois que les petites présentations continuent. Alors, moi, je dirige donc AGO Ingénierie Formation, qui est une structure de formation et de conseil en formation. Et puis, notre mission, c'est finalement de faire monter en compétences pédagogiques au sens large du mot les différents acteurs de la formation. Et vous verrez quand je vais développer le pourquoi, qu'est-ce qui a fait racine et pourquoi j'ai souhaité diriger et convoquer à la table les différents intervenants de cet ouvrage, quel est le lien entre la définition de la formation et de la pédagogie que l'on a et la structure de l'ouvrage. Donc, on est physiquement basé à Toulouse, mais on intervient effectivement sur tout un tas de structures et assez largement sur les territoires pour accompagner des équipes en montant en compétences pédagogiques. Et notre slogan est « Pas de techno sans pédago ». Je laisse la parole à Jean. Merci Marie-Christine. Donc moi je suis consultant indépendant depuis 2010. Je suis membre fondateur et administrateur du FFOD depuis 1895 et j'accompagne des acteurs de la formation sur les questions liées à l'apprenance, à la FOD, à la FES, au numérique et au territoire. Voilà pour une présentation rapide. Mon bureau est basé à Paris, mais j'y vais rarement et je suis basé en Normandie, au cœur de la Normandie. Oui, 1895. Et je salue les 170 personnes connectées. Loïc, ton micro est fermé. Oui, pardon. Donc, du coup, voilà le plan de la présentation. En fait, vous allez vous passer la parole alternativement l'un l'autre. Donc, je vous laisse commencer. OK, donc, diapo, maestro. Oui, moi, je vais démarrer par d'où vient ce livre, en fait, et qu'est-ce qui m'a donné envie de le faire émerger dans ce contexte de la formation, sachant qu'on est dans les terminologies d'innovation sont présentes depuis longtemps, sont définies d'une certaine manière, et finalement, ce livre est né d'une espèce de refus, peut-être un peu infantile, mais le premier refus était
de ne pas confondre l'innovation et le numérique, ou en tout cas de ne pas en faire des synonymes. Le contexte des émergences était de constater que nos modes d'apprentissage changent, ont changé avant le Covid et se sont peut-être accélérés avec et après. On apprend autrement, on apprend en tout lieu, on apprend seul, ensemble, on apprend entre pairs. Et on peut parler finalement de porosité entre les temps et les espaces d'apprentissage. Et il me semblait intéressant de définir l'innovation pédagogique comme étant une façon intelligente et bien pensée d'accompagner ces nouveaux processus apprenants. Donc j'ai choisi de représenter le numérique à une certaine place dans l'innovation pédagogique, et de la caractériser par le fait qu'on va installer des pédagogies résolument actives, même si le socioconstructivisme ne date pas d'hier, et d'inciter l'apprenant à réfléchir et résoudre, mais ce, pas uniquement tout seul, mais dans de la collaboration et de la coopération, ce qui nous amène au-dessus à la notion de pédagogie interactive et d'intégrer le numérique, Jean en parlera tout à l'heure, comme étant une occasion d'amplification de ce que je peux faire en présentiel. Le tout dans un espace d'apprentissage que l'on peut considérer comme étant fluide. Alors, espace physique et espace numérique. Et dans le livre en particulier, j'ai développé un chapitre sur qu'est-ce qui fait espace d'apprentissage. Deuxième idée, Loïc, le blended learning n'est pas la multimodalité telle qu'on l'entend avec le numérique, c'est-à-dire des dispositifs uniquement hybrides qui viendraient intelligemment articuler le numérique ou la présence et la distance, ou le numérique et les outils plus papier-crayon. Ce qui était finalement, dans le sondage, le troisième point de vue qu'on vous avait proposé. Donc, vous sentez à travers ce schéma que notre choix est résolument sur la quatrième option, c'est-à-dire un ensemble de ressources qui sont articulés, alors des matériaux, des situations, des activités, des moyens et des contenus que l'on va proposer à l'apprenant, y compris numériques, et qui seront mis à disposition dans une ingénierie apprenante construite pour soutenir justement les processus d'apprentissage, auto-apprentissage versus apprentissage collaboratif. Donc, cette préoccupation, je l'ai depuis que je m'intéresse aux pédagogies actives, donc c'est pas aussi vieux que Jean, mais presque. Bon. La question était de voir comment justement trouver, et on verra après dans la structure du livre, des récits de pratiques incarnées, des expériences suffisamment inspirantes qui pouvaient elles-mêmes illustrer des combinaisons de modalités, telles que je les définissais, donc matériaux, situations et activités, pouvant ou pas intégrer le numérique pour soutenir les processus d'apprentissage. Voilà en gros, si vous voulez, le fond théorico-méthodologique du livre, et avec cette base un peu de positionnement qui est de dire ne faisons pas des synonymes innovation et numérique et hybride et innovation, si vous voulez, pour le résumer encore autrement. Et du coup, j'ai poussé le bouchon, entre guillemets, jusqu'à mettre un S à multimodalité, pour parler des multimodalités et pas uniquement de la multimodalité, pour renforcer d'autant plus la question de la combinaison des situations d'apprentissage. Voilà pour la base. Donc, je vais laisser la parole à Jean qui va creuser la question sous l'angle du numérique. Oui, merci Marie-Christine. Donc, juste rappeler que je suis un des 11 co-rédacteurs avec Marie-Christine. Hein. Donc, c'est un livre collectif. Ça, c'est une dimension vraiment importante. Et donc, si Marie-Christine souligne le fait que l'innovation, ce n'est pas le numérique, moi, je souligne de manière complémentaire et dans le prolongement que la distance n'est pas l'innovation. Et donc, ce livre nous permet de dépasser le concept de distance. C'est-à-dire que pour ceux qui ne connaissent pas la pédagogie, quand on parle de modularité, souvent on associe l'alternance entre présence et distance, qui était l'un des 3 items du questionnaire en ligne. Et donc, pour cela, je vous propose un petit retour en arrière, hein, dans les années 90, quand la DFP, à l'époque, voyait bien que le monde de la formation changeait et a souhaité introduire
un concept novateur en s'inspirant de l'Open University de nos collègues britanniques. Open University est devenu en français formation ouverte. Et donc, la DFP, à l'époque, dans les années 90, a porté le concept de formation ouverte. Ouverte, c'est-à-dire, comme le soulignait Marie-Christine, individuelle, flexible et sans barrière pour que n'importe quel adulte puisse assez facilement s'inscrire dans une logique de lifelong learning, comme on dit en espagnol. Le concept de formation ouverte n'a pas pris. En France, on ne comprenait pas le concept de formation ouverte. Et un jour, quelqu'un de la DFP qu'on a bien connu a associé la FO à FOAD, la formation ouverte et à distance. Et là, ça a été une véritable explosion qui, malheureusement, a écrasé le O avec le D. Le D de distance a écrasé le O de ouverture, flexibilité et facilité. Et en même temps, c'était l'époque où Internet arrivait réellement, où la vague du learning est arrivée. Et donc, on a fait face à la montée en puissance du e-learning, la bulle du e-learning, avec tous les avantages et tous les défauts du e-learning. Et donc, on a eu des circulaires pour installer la FOAD. La circulaire ne fait que relire la loi, mais vraiment, ce qui a permis d'installer durablement la multimodalité à travers la formation ouverte à distance, c'est la loi de septembre 2018, juste avant la Covid, coup de chance, et qui a permis d'introduire, grâce à la nouvelle définition de l'action de formation sous forme d'un parcours avec plusieurs modalités au pluriel, séquencées et accompagnées. Cette nouvelle définition de l'action de formation nous permettait de sécuriser l'innovation pédagogique. Et pour moi, l'innovation pédagogique, c'est très clairement donner plus de liberté à l'apprenant. Et l'une des manières de donner de la liberté à l'apprenant, c'est de lui offrir une diversité à travers les multimodalités, sortir d'un modèle unité de temps, unité de lieu, unité d'action, que Philippe Carré appelle scolarocentré, et aller vers quelque chose de plus souple dans l'intérêt de l'apprenant. Et donc, parmi les différentes possibilités, j'ai retenu, et ça a été dit par Loïc, des choses individuelles et collectives, en ligne ou dans un centre de ressources, synchrone ou asynchrone. Là, nous sommes synchrone, distant et collectif. C'est une combinaison très intéressante de modalités, mais il y en a plein d'autres. Et je voudrais insister sur deux modalités qui me semblent vraiment fondamentales, c'est formation et auto-formation accompagnée. Parce que l'auto-formation accompagnée crée de la synchronicité, crée de la liberté, crée de la souplesse et donne de la responsabilité à l'apprenant. Et puis l'autre chose que je veux insister, c'est que dans un parcours de formation séquencé, il y a forcément des activités contraintes, mais il ne peut pas y avoir que des activités contraintes. Il faut qu'il y ait des activités contraintes, souples, et je pousse, y compris des activités libres. C'est-à-dire, dans le parcours, laisser des temps, laisser des lieux, laisser des espaces de liberté, seul ou en binôme, seul ou en collectif, pour que les apprenants fassent preuve de créativité, qui est une forme d'implication extrêmement forte. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il n'y a pas une distance, il y a trois distances pour moi. Il y a d'abord la distance kilométrique, auquel tout le monde pense, bien évidemment. Mais la distance la plus importante pour moi, c'est la distance pédagogique. Comment je vais rendre autonomes les apprenants dans la progression de leur parcours, qui est notre métier fondamental. Et puis une troisième distance qui est vraiment très importante, qui est une distance culturelle, qui se traduit par la capacité à lire, à écrire, la capacité à prendre la parole et la question de l'agilité numérique qui est au cœur de nos problématiques, puisque avec la Covid, on a basculé tout à distance. Et la question de l'agilité numérique a été, à la fois pour les apprenants et pour les appreneurs, une question extrêmement importante qui est développée dans le livre. Donc, la distance, oui, mais la distance n'est pas l'innovation, sauf à décliner distance kilométrique, distance culturelle et surtout distance pédagogique. Comment je vais créer une relation qui va donner de l'autonomie à chacun des apprenants de manière la plus efficace possible. Et au final, de dire, eh ben, FOAD égale formation digitale, puisque je rappelle que le FOD, c'est le Forum français des acteurs de formation digitale, égale formation multimodale, égale digital learning en espagnol, et égale formation hybride. Et je vous invite à découvrir le nouvel outil du FFOD autour de l'hybridation. Voilà ce que je vais dire après les propos introductifs de Marie-Christine. Je vais enchaîner sur comment est structuré ce livre et qu'est-ce qu'il raconte finalement. Juste, je reviens sur une remarque que je vois dans le chat sur le numérique et l'innovation. Oui, c'est un peu fort de dire l'innovation n'est pas le numérique, l'innovation n'est pas que le numérique et nous en sommes convaincus. Et l'idée était de voir justement
comment trouver la place au numérique dans les outils et les modalités proposées à l'apprenant et ne pas faire un synonyme d'innovation. Mais on est tous convaincus dans les auteurs du livre et dans ce que nous portons en formation que le numérique est présent et n'a absolument pas à être combattu par une autre modalité, mais au contraire à être intégré pour amplifier les propositions pédagogiques que l'on peut faire dans les parcours apprenants. Ça, c'est important, j'avais envie de le redire. Alors, au niveau de la structure du livre, je vous ai mis 2 bulles jaunes au début et à la fin. La première partie, on a souhaité faire un peu un ancrage de valeurs, de vision, de comment on voulait poser cette question. Et on l'a faite à plusieurs voix. Et dans la structure du livre, certains ont pu être étonnés de ne pas retrouver par chapitre le nom des auteurs. Alors ça, c'est vraiment un choix intéressant, beaucoup discuté, où chaque auteur se retrouve en biblio très détaillé à la fin, avec son historique, ses références, etc. Mais pour garder une fluidité pour vous, lecteurs, on a enlevé finalement le découpage par contributeur pour être dans quelque chose d'harmonieux dans la lecture. Donc, on a démarré par qu'est-ce qui pouvait être pour nous justement le bain de cette innovation et des multimodalités, avec des éclairages justement autour et des neurosciences et de ce qui va soulever comme ça la possibilité du multimodal, avec les contributeurs que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, une bonne introduction au contextuel. Et ensuite, j'ai souhaité faire des mariages un peu d'auteurs par chapitre, en ayant imaginé que les grandes têtes de chapitre étaient représentatives de grandes, je dis grand exprès parce que c'est des situations cadres que l'on peut proposer à l'apprenant. Alors, quand on chemine de gauche à droite, donc c'est dans l'ordre du livre, j'ai plutôt travaillé moi la question des espaces actifs d'apprentissage. Pourquoi l'espace ou l'environnement d'apprentissage va être ce troisième éducateur, dont certains auteurs parlent de troisième éducateur, et on a migré comme ça vers quoi du mouvement et du voyage, pourquoi se déplacer, bouger, aller voir ailleurs et être impliqué physiquement va avoir un effet sur l'acquisition des concepts, donc sur des dimensions à la fois kinesthésiques mais aussi d'étonnement. Puis, quoi de la création? Et là, on a marié finalement le design thinking en formation, puisqu'on l'utilise plutôt dans de l'accompagnement au changement, mais comment on peut s'en servir en formation? Et on a fait un chapitre sur le jeu. Celui-là, vous verrez, c'est intéressant d'aller s'y plonger parce qu'il est fait sous la forme, le chapitre dont vous êtes le héros. Donc, vous allez, suivant si vous choisissez le 2 ou le 3, vous vous retrouvez à aller vers une définition du jeu. Et c'est un chapitre méthodologique et théorique sur le jeu, donc la ludification en pédagogie. On a poursuivi sur la question des traces d'apprentissage avec les carnets de bord et les voyages apprenants. Comment récupérer de la trace et faire trace, à quoi ça sert de tracer pour apprendre. Et arrive le numérique. Donc, oui, on l'a mis là, avec une place parmi les autres. Et Jean a travaillé sur la question de la pluralité et Monique Frambourg a proposé une expérience dans une structure où justement il fallait initier toute une équipe dans une entreprise au numérique. Et elle le raconte comme une espèce de grande histoire d'embarquement des gens qui peut vous inspirer pour justement être dans du storytelling qui amène les gens au numérique. Alors parfois on se dit que c'est un peu opposé, non, ça ne l'est pas. Et c'était justement 2 chapitres très inspirants pour avoir envie de voir le numérique de cette façon-là. Et puis j'ai souhaité finir les témoignages par la question de la réparation et de la restauration, où on a revu le fameux outil ARL que certains connaissent, atelier de raisonnement logique, qui a émergé avant les années 80, autour des années 75, dans les ateliers pédagogiques personnalisés. Vous avez vu, je fais un effort sur les acronymes. Ou APP, et où justement Elisabeth Perry, qui est une des co-conceptrices, nous raconte comment ça peut être mis aussi en mouvement et comment c'est intéressant aujourd'hui de parler de ça, plus une expérience en théâtre pour justement avoir une modalité par le corps, mais qui soit sur la création de scénarii dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient, où l'idée est de restaurer
le regard qu'on a sur la pathologie. Vous voyez, c'est encore notre univers. Et ma bulle jaune, pour finir, qui vient boucler, je reprends un exemple d'un dispositif qui était en présentiel et qui a été basculé en multimodal. Dans un premier temps, plutôt hybride, tel qu'on définit justement la multimodalité. Et j'ai fait une deuxième lecture et un deuxième enrichissement, c'est comme un enrichissement en protéines pédagogiques, où j'ai expérimenté avec des acteurs et imaginé, si on ajoutait une de ces modalités qui sont dans les bulles violettes, comment ça donnerait justement un dispositif multimodal. Et chaque chapitre est écrit pas en commençant par la théorie, mais en dépliant le thème, en disant théorisons un peu, c'est-à-dire ayons une lecture théorique, et puis en pratique, si vous vouliez le faire, comment vous pourriez faire. Et on a fait, juste je finis, excuse-moi Loïc, et on a fait une extension multimodale simple du livre avec des QR codes, des liens vers des sites internet, des extensions justement numériques du livre physique que vous pouvez trimballer dans le train avec joie. Voilà. Merci Marie-Christine. Oui, c'est un livre et franchement, je trouve qu'avoir un livre entre les mains, pouvoir le feuilleter, pouvoir l'emmener avec soi dans le train, dans le bus, etc., en week-end, etc., c'est un espace qui nous permet de prendre du recul, d'avoir une mise à distance par rapport à l'injonction d'innovation, à l'injonction d'utiliser le numérique, etc. Et prendre du recul, c'est vraiment important parce que pour nous, le numérique est pluriel et le numérique est au service d'intentions pédagogiques. Intentions pédagogiques, comme l'a expliqué Marie-Christine en introduction, autour des pédagogies actives, mettre en activité mentale les apprenants. Et donc, pour moi, le numérique n'est intéressant que s'il permet de renforcer ces intentions pédagogiques dans le cadre d'un projet pédagogique collectif avec mes collègues et que j'ajuste dans le déroulement du parcours. Et pour moi, le numérique n'est intéressant que s'il m'aide à concrétiser mon slogan qui est « Mieux je me questionne, plus j'apprends, et plus j'interagis, mieux je me forme ». Donc, la question du questionnement et la question des interactions dans le déroulement du parcours pour donner du sens et individuel et collectif aux apprenants me paraît fondamentale. Alors, comment le numérique va nous permettre d'aider à questionner ou à se questionner et comment le numérique va nous aider à créer de l'interaction et de l'accompagnement adéquat en fonction des circonstances. Bon, il est clair, et Marie-Christine l'a bien dit, hein, on a pris un peu de distance par rapport au numérique, hein, c'est le 5e thème sur le 6e, ce n'est pas le premier, mais Marie-Christine et tous les collègues du livre, nous sommes tous persuadés qu'aujourd'hui, faire de la FOD, faire des formations hybrides, faire des formations multimodales, faire, comme on dit en espagnol, du digital learning, c'est marier deux territoires, qui est le territoire métrique et le territoire numérique. Donc, pas d'innovation sans cette complémentarité entre les deux territoires, métrique et numérique, même si des fois le territoire numérique prend trop de place, donc il faut rééquilibrer. Mais aujourd'hui, pour un apprenant qui a un parcours qui serait que sur le territoire métrique, oui, ce serait un peu navrant. On vous propose 4 pistes d'intégration du numérique qui est en résonance avec une typologie qui date des années 90, qui a été développée par différents partenaires, dont Algora, à l'époque où je faisais partie, qui était portée par le ministère, qui est la typologie compétitive qu'on a repris dans ce livre, qui date, mais qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle permet tranquillement, étape par étape, en introduisant le numérique dose par dose, de passer d'une logique de présentiel enrichi à le présentiel quasi inexistant. Parce qu'à l'époque, il était interdit de tout faire à distance. Donc, on a parlé de quasi présentiel, quasi inexistant. Il nous fallait un peu de présentiel. Aujourd'hui, la loi nous permet de faire tout ou en partie à distance. Donc, aujourd'hui, on n'a plus ces contraintes. Et donc, plus je vais introduire du numérique et plus je vais créer des conditions pour mettre en œuvre les différentes distances dont j'ai parlé, toujours dans intention pédagogique. Et donc, le numérique, on devrait parler des numériques. Comme on dit pas la multimodalité, on dit les multimodalités.
pour moi, le numérique est pluriel. Je vous propose 4 pistes d'intégration. Alors, vous n'avez pas attendu M. Van Scolden pour les mettre en œuvre, mais c'est juste une manière de récapituler, de synthétiser ce qu'on fait naturellement. D'abord, le numérique est un objet. Et pour 17% de la population en France, comme dans tous les pays de l'OCDE, c'est un objet complexe. Là, je fais référence à l'électronisme. D'accord? Et donc, un objet complexe pour certains, digital native, digital migrant, tout ça, c'est dépassé. On peut être jeune et être mal à l'aise avec le numérique. Et on peut avoir à 64 ans et être plutôt à l'aise avec le numérique. Donc, déjà, la question, quand j'emmène les apprenants sur le territoire numérique, il faut que je trouve des situations qui vont me permettre, peut-être par la pédagogie, par l'entraide, d'être sûr qu'un maximum d'apprenants vont pouvoir explorer, prendre en main et avoir des usages, d'une part, de l'écran le plus petit, alors moi j'ai dit ordiphone, mais aussi de la tablette, mais aussi de l'ordinateur. Et derrière ça, il y a 2 choses fondamentales que moi j'observe dans les actions de professionnalisation que je fais avec les acteurs de formation, c'est maîtriser la gestion de son disque dur et tout ce qui va avec, et puis maîtriser la gestion du cloud computing, comme on dit en espagnol. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et il faut poser des repères progressivement. Alors la question, est-ce qu'il faut avoir une agilité numérique pour faire de la FOD ou est-ce qu'il faut faire de la FOD pour développer son agilité numérique? Et là, je réponds comme au service militaire, les deux, mon capitaine. Mais en tout cas, cette question-là de l'agilité numérique est fondamentale. Hein. Je pense au CLEA, je pense au CLEA numérique, je pense à TOSA, je pense à PIX, qui sont autant d'opportunités certifiantes à mettre en œuvre dans le déroulement du parcours. Donc déjà, dans mon parcours, il faut bien que je me rappelle que le numérique est un objet et qu'il faut que les apprenants, peut-être en binôme, peut-être ensemble, puissent apprendre à mieux maîtriser. Ce que font très bien les collégiens dans la cour de récré. Après, le numérique est un support d'information, de formation et d'action. Je voudrais juste éclairer avec les tutos. Les tutos ont changé notre vie. Hein. Ne pas mobiliser les tutos, ce serait une erreur. Et en présentiel et à distance, et individuel et collectif, et synchrone et asynchrone. Donc les tutos, c'est une vidéo courte portant une intention pédagogique, oui, mais je pense aussi au diaporama, je pense au PDF, je pense au site internet, je pense aux animations Powtoon, etc., etc. On a là un support d'information. Soit je le crée, soit je valorise ce qui existe déjà. Moi, je pense que sur Internet, en respectant les droits d'auteur, pour ne pas que nos directrices et nos directeurs aillent en prison trop longtemps, si je respecte les droits d'auteur, alors je peux bénéficier de supports de haute qualité en anglais, en flamand, en espagnol et en français, qui sont tout à fait intéressants. Le PDF, c'est vraiment très bien. Voilà, donc je pense bien sûr à Geniali, à Powtoon, à Canva, etc. La question maintenant, c'est qu'on a trop d'outils et qu'il faut choisir ces outils pour créer son environnement personnel d'activité numérique. Support, plutôt du côté de l'apprenant. Et après, il y a l'outil. Alors tout de suite, immanquablement et inévitablement, il faut que je parle de chat GPT. Parce que si je ne parle pas de chat GPT, je ne suis pas crédible. Le chat GPT, qui marie la créativité textuelle et visuelle avec l'intelligence artificielle, est un outil qui émerge brutalement et fortement dans le domaine du conseil, de l'information, de l'éducation, de la formation, et qui va nous permettre éventuellement, actuellement c'est gratuit et quasi accessible à tous, sauf que moi j'ai essayé 2 fois et 2 fois ça ne marchait pas, mais bon, voilà. Un outil absolument prodigieux qui remet en cause totalement certaines pratiques pédagogiques. C'est-à-dire que si je ne donne pas de la liberté et de la responsabilité à l'apprenant avec ces outils de production, de partage et de créativité, l'exemple le plus poussé, c'est ChatGPT, mais je pense à d'autres outils. Je pense à Framapad, je pense à Google Docs, je pense à tous les outils 2.0 qui me permettent de faire des vidéos, de faire des diaporamas, de faire des documents, de faire des affiches, des flyers, etc., etc. Et puis surtout de les faire de manière collaborative. Et ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est-à-dire que tous les outils Web 2.0 sont des outils collaboratifs et vont nous permettre d'ancrer des interactions entre les apprenants extrêmement riches et extrêmement intéressantes, y compris avec Chat GPT, bonheur et malheur, opportunité et risque, le yin et le yang, comme à chaque fois, mais immanquablement, je pense que pour les enseignants, ça va être très dur. J'ai été enseignant pendant 6 ans. Mais pour les formateurs et les formatrices, ça va être moins dur parce qu'on aura plus d'opportunités dans cette ouverture et cette flexibilité. Je répète que pour moi, l'innovation, c'est donner plus de liberté
et donc de responsabilité à chacun des apprenants. Et puis, la quatrième porte d'entrée du numérique, hein, c'est l'espace d'interaction. Je pense au LMS, je pense aux réseaux sociaux numériques, je pense aux outils wiki, etc., qui sont extrêmement intéressants. Je pense aux outils de type classe virtuelle, je pense à Zoom, à Teams, à Classivia, etc., qui sont des espaces d'interaction qui vont nous permettre de mettre de l'ordre dans le désordre, c'est-à-dire de mettre des traits d'union entre le territoire métrique et le territoire numérique, entre des activités individuelles et collectives, des activités synchrones et asynchrones. C'est-à-dire que sans le numérique, bien évidemment, on ne peut pas maîtriser toutes ces possibilités d'échange. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ces 4 portes d'entrée sont valables pour les apprenants, mais aussi pour nous, appreneurs. C'est-à-dire apprenants, même combat par rapport à la montée en charge sur le numérique et à la capacité d'interagir avec des intentions pédagogiques dans une logique d'accompagnement et de progrès. Oui, ce que je n'ai pas le temps de dire, mais je n'ai pas tout dit, évidemment, c'est que le numérique nous sert aussi, bien sûr, à accompagner les apprenants. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accompagnement, ce n'est pas une action de formation. Je peux accompagner de manière synchrone ou asynchrone, je peux accompagner de manière individuelle ou collective. Et donc, bien sûr, les outils de numérique sont extrêmement importants. Et puis aussi, et enfin, et après, je repasserai la parole à Loïc, c'est que le numérique va nous permettre de faire quelque chose que la loi nous oblige à faire et qui est extrêmement important pour apporter la preuve aux financeurs que l'action de formation a bien eu lieu, même si les apprenants ne sont ni dans le même temps, ni dans le même lieu que les équipes pédagogiques. C'est la question de la traçabilité des activités avec la collecte des éléments probants. Voilà, donc je vous renvoie encore à une production collective du FFED hein, sur les parcours FAD et comment on va collecter les éléments probants de manière ajustée. Là, encore une fois, hein, du bon sens, de la nuance. On ne va pas collecter de manière trop dure, mais il faut que dans mon parcours qui intègre des multimodalités, je n'oublie pas de collecter des éléments probants pour, en cas de contrôle, et uniquement en cas de contrôle, et uniquement en cas de contrôle, apporter la preuve de la réalité du parcours en présentant ces éléments probants que j'ai collectés ou que j'ai fait collecter. Moi, dans les activités que je fais ce que j'appelle une collecte collaborative. C'est-à-dire que ce sont les apprenants eux-mêmes qui, grâce à des espaces wiki, par exemple, collectent ces éléments. Et donc, tout cela nous fait des parcours extrêmement nuancés, riches, flexibles, adaptés. La seule condition pour que ça marche, c'est que du côté des apprenants comme du côté des appreneurs, on ait une stabilité de connexion fiable. Et aujourd'hui, que je sois en Guadeloupe, que je sois à Perpignan, que je sois à Bruxelles, en Alsace, en Normandie ou ailleurs, aujourd'hui, la fibre optique est extrêmement présente. Et pour nous, acteurs du FFOD, c'est une bonne nouvelle que de se rendre compte qu'aujourd'hui, encore quelques exceptions, les apprenants sont à domicile ou dans des tiers-lieux. Hein, on éclaire aussi le concept de tiers-lieux dans le livre. Hein, Marie-Christine n'a pas eu le temps de le dire, mais les tiers-lieux sont éclairés comme étant un élément catalysateur de la multimodalité. Aujourd'hui, des connexions extrêmement intéressantes. Voilà ce que je voulais dire. J'ai donné différentes alternances de modalités. Je voudrais ajouter une dernière, hein, formelle et informelle. Et puis peut-être une ultime après la dernière, c'est ordre et désordre. Et donc, je salue Marcel Lebrun, qui a très tôt introduit la notion consécutive d'ordre et de désordre. Un parcours FOAD, un parcours multimodal, immanquablement doit faire des étapes d'ordre et des étapes de désordre pour aider l'apprenant à se remobiliser et à recontextualiser et à désapprendre pour mieux apprendre. Voilà ce que je voulais dire sur le numérique et nos pratiques. Je pense qu'on n'a pas tout dit avec Marie-Christine et qu'on pourra peut-être, comme Loïc va nous inviter, à répondre à vos questions. Non. Non? Ah non. Non. Juste, je voulais finir sur… Ah oui, bien sûr, oui, bien évidemment. Alors, j'aime bien parce que je fais la jonction avec ce que tu appelais ordre et désordre. C'est peut-être que faire une fois qu'on a fait un livre pour rendre vivante en multimodalité les choses. Et j'avais envie de partager ça avec vous. À l'intérieur des chapitres, je vous ai parlé d'un chapitre sur le voyage apprenant et les traces et le fait que j'ai eu, moi, envie de creuser la question des espaces d'apprentissage. Se combine cette année pour moi le choix d'aller un peu plus loin et de vous partager par exemple dans le blog là, qui est vivant en ce moment et que je remplis,
des rencontres de différents acteurs de l'innovation, mais qui s'intéressent en particulier aux espaces d'apprentissage. Et donc, je regarde qu'est-ce qui est du côté du bâti, qu'est-ce qui est du côté du flexible au niveau des aménagements, et évidemment des pédagogies qui viennent être mises en mouvement dans ces espaces flexibles. Et ça nous permet de faire balader le livre. Alors, j'attire votre attention sur la dernière photo en bas à droite. Vous voyez une jeune femme avec un smartphone qui est en train de lire le livre. En fait, elle a activé la fonction PDF Google Trad et elle est en train, en italien, de lire le livre en français que j'avais amené en Australie. Incroyable. Donc, c'est très amusant d'embarquer le livre physique dans des environnements autres et de voir comment des acteurs qui avaient envie de s'en saisir pouvaient le faire, et justement avec un usage numérique. Et vous voyez, je voulais finir avec ça parce que c'est un moyen aussi de montrer qu'on peut avoir cet usage multimodal des supports. Et là, pour moi, c'est un très bon exemple de l'intégration facilitante du numérique dans les pratiques. Voilà. Marie, tu peux commenter les autres photos rapidement? Donc après, Jean nous a proposé la photo sur le GR20. Alors, je n'ai pas mis Jean, Non, j'ai mis le GR20. GR21, donc c'est la vallée de la Scie entre Rouen voilà. et Dieppe et la côte. Donc je vous invite, il y a des GR magnifiques en Normandie. Pas la peine d'aller en Australie, on a tout ce qu'il faut en Normandie. Et à droite, c'est une grande architecte londonienne, Michal Cohen, qui est spécialiste justement sur la construction d'espaces actifs d'apprentissage. L'espace intégrant la notion d'environnement d'apprentissage, mais ça, on aura l'occasion d'en parler une autre fois. Et en diagonale, j'avais envie de vous le présenter devant Uluru, qui est la montagne sacrée des aborigènes en Australie, avec justement comment la question de la culture et puis des rencontres que j'ai pu faire là-bas vient s'immiscer, s'intercaler à nos choix pédagogiques et à nos postures pédagogiques. Et ça, vous le retrouvez dans le blog que je vous cite à gauche, avec un mélange d'interviews, de photos, de podcasts que vous pouvez regarder tranquillement et qui, pour moi, finalement, est une extension multimodale de 2 chapitres qu'on a eu envie de faire dans le livre. Voilà. Et on ne va pas oublier le GR10 quand même, évidemment, on est d'accord. La personne en haut à droite s'appelle Michal Cohen et vous trouvez son profil sur LinkedIn sans problème. Okay. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux. Avant de passer aux questions, je vous remercie une nouvelle fois et vous dire que je trouve extrêmement intéressant. Bon, déjà, merci d'avoir été synthétique. Il nous reste beaucoup de temps pour les questions, du coup, c'est très bien. Mais on comprend bien effectivement que quelque part, les frontières s'abolissent et qu'en fait, vous jouez vraiment de la complémentarité entre finalement le monde physique et le monde numérique et qu'il y a des allers-retours incessants entre ces deux univers qui se complètent, en fait. Que je trouve extrêmement intéressant dans votre exposé. Donc, voilà. Donc, on va pouvoir passer aux questions. Alors, pour ça, il va falloir peut-être que j'arrête le partage. Déjà, Loïc, peut-être, comme on a regardé un petit peu effectivement les questions au fil du chat. Vas-y. En attendant que tu départages ton écran. Déjà, une question très pratico-pratique. Oui, bien sûr, vous aurez accès et au webinaire et au diaporama du webinaire et également au lien pour la rediffusion. Je ne voulais pas dire replay pour ne pas énerver les gens sur les anglicismes. Ouais. Donc, seront mises en ligne sur le site du FOD et dès que tout ça sera dans la boîte, nous vous l'enverrons à tous les participants et les inscrits. Donc, de ce côté-là, vous recevrez le lien sans souci de l'enregistrement. Après, sur les questions, effectivement, donc il y a eu pas mal d'échanges aussi, de commentaires et d'avis, c'est très bien. Moi, j'en ai pris une, je vous laisserai regarder aussi peut-être les autres. C'était sur une question très pratico-pratique également d'une personne qui nous demandait quelles étaient des solutions peut-être, de proposer, peut-être d'échanger sur les solutions permettant de dynamiser les formations présentielles de manière numérique, tout en proposant, et ça c'est une question assez récurrente, un haut niveau de traçabilité. Donc comment associer du présentiel enrichi, je dirais, et la question des éléments de preuve, de traçabilité. Je peux juste donner un exemple et après je laisserai les gens qui est plus spécialistes de la question, mais j'ai envie de donner un exemple.
je propose, par exemple, là, je vais le faire à un groupe, sur la question des espaces d'apprentissage, d'aller en petits groupes, explorer. Je fais exprès de combiner le physique, l'environnement d'apprentissage et le numérique dans mon exemple. Et du coup, on est en présentiel, enrichi de numérique, mais qui permettra ensuite une collecte des traces. Avec un outil numérique simple de type Padlet ou un mur numérique pris dans la digitale, qui est un bouquet d'applis que je vous conseille d'aller explorer, la digitale, outil gratuit sans abonnement, je ferme la parenthèse. Donc, je demande aux gens d'aller explorer leur environnement d'apprentissage et de repérer ce qui, pour eux, est porteur d'apprentissage et pourquoi, et ce qui ne l'est pas, et comment on pourrait l'améliorer. Et je leur ai demandé, avant de quitter la salle, de flasher le QR code du tableau numérique partagé et de prendre des notes dans ce tableau plutôt que de les prendre sur un papier. Donc, on a d'autres outils qui le permettent, mais celui-là a l'intérêt d'être simplissime d'usage. Une fois qu'ils ont fait leur enquête ou leur quête, ils sont invités à revenir en présentiel dans la salle et les productions sont projetées et commentées. Ce même tableau de type Padlet ou autre peut servir et va nous servir de fil rouge sur l'ensemble des productions de la formation et permet du coup une traçabilité minimale des choses recueillies pour peu que si j'implante ce tableau sur ma plateforme e-learning, le fait de cliquer et le fait d'indiquer qu'il y a eu usage du tableau peut être un élément de preuve minimal suffisant sur le fait qu'il y a eu une activité réalisée par l'apprenant. Voilà mon exemple de combinaison et d'intégration d'outils simples numériques, par exemple. Merci Marie-Christine. Oui, tout à fait intéressant. Moi, je fais la même chose avec Framapad, hein, c'est-à-dire que du présentiel enrichi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où dans la salle, il y a une connexion Internet stable et fiable avec du Wi-Fi ou sans Wi-Fi, il y a des temps où, par binôme, les gens vont réfléchir, écrire sur des feuilles, etc., et vont partager leurs réponses sur une page commune avec la fonction wiki d'écriture en ligne collective, que moi, je projette à l'écran comme étant une forme de restitution naturelle. Je fais aussi beaucoup les nuages de mots-clés hein, avec différents outils. Moi, j'utilise beaucoup answergarden.ch, hein, qui est un outil simple et fiable que j'utilise depuis longtemps et qui marche très bien, et qui permet de créer ce que j'appelle de la concrétisation de l'intelligence collective. En début de séance ou en fin de séance, faire un nuage de mots-clés avec des outils simples et gratuits. Hein, Marie-Christine a cité la digitale, moi je cite Framasoft, qui sont des outils stables et fiables, qui respectent nos vies privées, qui payent leurs impôts, etc., contrairement à tous les GAFAM. C'est très bien. Et dernier exemple, avant de passer à une autre question, oui, bien sûr, hein, je l'ai vu dans les... C'est de faire question pour un champion pédagogique avec Kahoot ou avec Bcast. Moi, j'utilise WooClap pour une raison simple et naturelle, c'est que WooClap est un très bel outil et qu'en plus, il est belge. Alors, WooClap, je peux l'utiliser et en présence et à distance. Ça aussi, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai développé de l'agilité numérique avec les apprenants pour lesquels je travaille, je peux mobiliser ces outils et en présentiel et à distance. Ce qui est, en termes de continuité, de ligne directrice, comme disait Marie-Christine, ou de fil conducteur, je ne sais plus quelle est l'expression, extrêmement important pour que les apprenants comprennent qu'il y a une continuité entre le territoire métrique et le territoire numérique. Est-ce qu'on a répondu aux questions ? Merci Jean. C'était aussi effectivement donc l'aspect pédagogique et l'aspect trace. Effectivement, trace numérique laissée qui pouvait attester de la présence des stagiaires à ce moment-là. Alors, pas de la présence, mais de l'activité. Puisque l'opposé de présence, c'est absence, et l'opposé de distance, c'est proximité. Et donc, il faut qu'on puisse prouver leur activité. Alors, j'ai une autre question qui revient sur effectivement la question peut-être délicate de l'équipement numérique. Donc, avec Gaëtan qui nous dit, bah oui, mais voyez-vous, en Guyane, il y a quand même une difficulté en fait de réseau. Hein. Donc, le réseau est très instable et n'est pas toujours connecté. Et donc, il demande effectivement des pistes sur des modes certainement explorés pour se déconnecter et de pouvoir continuer à être dans une poursuite d'apprentissage en mode soit connecté, soit déconnecté. Moi, ce que je constate là dans les établissements, enfin, comment justement il y a une intégration du numérique, en fait, il
il y a à la fois le mouvement d'équiper de tablettes les classes de tablettes mobiles rechargeables de façon à ce que ça ne repose pas que sur le matériel personnel des apprenants. Donc, il y a ça, il y a j'équipe pour que tout le monde ait des chances, puisque c'est moi qui le demande, qu'il y ait une possibilité. C'est un peu plus compliqué en formation continue, puisque le formateur va souvent se déplacer dans des lieux, mais est-ce que ça peut être demandé comme un prérequis? Moi, en tout cas, je sais que je demande dans mon questionnaire avant l'intervention aux gens, si je veux faire des sondages, serez-vous équipé d'un smartphone, par exemple? Et là, je vois en fonction du taux de réponse, je vais modifier mes choix pédagogiques. Bon, ça, c'est une chose, donc équipement venant de la structure. Mais il y a une deuxième chose qui émerge qui est assez intéressante et un peu déconcertante. C'est par exemple dans le public des étudiants, ce que j'appelle les nouveaux jeunes, les étudiants en école d'ingé, agronomes par exemple, vous voyez, le refus d'avoir des smartphones et d'avoir uniquement des téléphones pour téléphoner. Et ça émerge. Et ça veut dire qu'il va falloir, avec notre joie conquérante de dire on fait des sondages dans le présentiel, on fait du présentiel enrichi, avec dans les marches Biod, bring your own devices, amène ton matos et moi je m'en sers, on va devoir sans doute repenser autrement avec eux l'intégration du numérique. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'interroge en ce moment juste. Alors, BYOD est traduit en québécois par avec, apporter vos équipements connectés. D'accord. Alors, effectivement, la Guyane, c'est complexe parce que entre Kourou, Saint-Georges, Saint-Laurent-du-Maroni ou Maripasoula, c'est pas la même chose. Je salue mes collègues guyanais. Alors, on peut faire des activités avec de la 4G. On peut aussi connecter la 4G sur des ordinateurs. Donc, ça demande une certaine agilité numérique, mais on peut y arriver. Je pense qu'effectivement, la question des tiers-lieux est déterminante. Alors, je ne connais pas bien aujourd'hui la cartographie des tiers-lieux en Guyane. J'étais récemment en Martinique, où les tiers-lieux se développent très fortement. Je pense que les tiers-lieux sont une réponse à cette vraie question. Pas de FOAD sans une connexion stable et fiable du côté des apprenants et des appreneurs. Il y avait également une question, alors peut-être de refaire un petit point rapidement, Marie-Christine, sur cette diaporama avec son titre « Le blended n'est pas la multimodalité ». Est-ce que tu peux un peu réexpliquer le raisonnement? En fait, c'est pas. Je pense que c'est. Je l'ai formulé sous cette forme-là sur mon positionnement initial de refus. Vous vous souvenez, c'était ce n'est pas parce que c'était trop. Voilà, en gros. Quand a émergé le livre, donc il y a 2 ans, en fait, 2 ans et demi, le blended learning était l'équivalent de la multimodalité, et dans le blended learning, on mettait une place majeure au numérique comme venant articuler du numérique plutôt à distance, et tout l'effort était mis sur comment construire des parcours à distance, puisqu'on avait une forte poussée de la tech et un peu une diminution de la place des pédagogues ou des ingénieurs de formation. Il y a 2-3 ans, c'était assez un peu un monde de lutte. Donc, le blended et multimodalité, il y a une question plus loin qui est mais finalement comment redéfinir la multimodalité, qui se rejoint. La multimodalité ou les multimodalités, c'est comment je construis une ingénierie de formation qui, dans un parcours apprenant, va combiner des modalités d'apprentissage. Si on le fait en simple. Et dans les modalités vont se recombiner de la présence et de la distance, au sens numérique du mot, pas comme Jean l'a défini. Donc, j'utilise des outils numériques à distance, j'utilise des outils numériques en présence, et comment je vais rythmer mon parcours apprenant pour que ces différentes modalités soient perceptibles par eux, mais aussi perceptibles par les financeurs, puisqu'en fait, c'était une des questions. Donc, si pour le financeur, le parcours est construit, qu'il est connu par l'apprenant, tracé par moi, et qu'on peut dire qu'il s'agit effectivement d'une succession de temps qui ont des formes différentes et qui concourent à l'atteinte des objectifs, si possible évalués, puisque là on continue à emboîter l'ingénierie de formation et l'ingénierie d'évaluation, alors on peut parler d'un parcours multimodal. Je ne sais pas si c'est plus clair ce que j'ai dit, mais bon, j'ai essayé. Bien essayé.
On continue, on poursuit. Si vous avez du coup pas de remarques supplémentaires, hein, donc Alors, du coup, bon, quelle définition merci. de la modalité, c'est intéressant. Justement, j'ai eu un gros débat où je n'étais pas d'accord avec certains sur la modalité, parce qu'en fait, il y a deux façons de définir la modalité. Ça ne va pas éclaircir. Il y a, soit on se dit c'est la forme sous laquelle une ressource est donnée, c'est-à-dire c'est une modalité graphique, gestuelle, vous voyez, soit c'est la forme d'une ressource, soit nous, tel qu'on l'a défini dans le livre, c'est une situation d'apprentissage qui a une forme dominante. Voilà. C'est-à-dire une entrée dominante par la mise en mouvement pour faire apprendre, une entrée dominante, vous voyez, par le jeu qui sera un levier majeur pour faire apprendre. Voilà. Donc, ensuite, ça peut se débattre effectivement, mais c'est le choix, moi, que j'ai fait dans le livre. Merci Marie-Christine. C'était bien avec une seule définition. Alors, on va prendre peut-être d'autres questions. Donc, bon, le débat reste ouvert, on l'a bien compris. On vous encourage à... Il reste ouvert, mais je voudrais juste dire que le mot modalité est dans la définition de l'action de formation. Donc, légalement, réglementairement, le mot modalité est présent. Différentes modalités au pluriel. Voilà. Après, c'est le sous-jacent qui est... Oui, c'est-à-dire que du coup, ça donne de la liberté, ça donne de la liberté à nous pédagogues. C'est-à-dire que la définition est générique et c'est à nous de nous emparer des termes, parcours, séquencement, modalité et accompagnement pour tirer profit dans l'intérêt des apprenants. Je pense que pour se simplifier la vie, c'est une forme organisée, perceptible. Voilà. D'accord. Je vous propose d'aller un peu, enfin, de prendre encore quelques questions. Il y en a quand même beaucoup. J'ai une question de Didier justement qui avance. Alors bon, lui, voilà, a passé l'étape suivante et donc il parle des multimodalités et demande est-ce que ce sont-elles le seul levier pour développer l'organisation apprenante? Ah. Réfléchissez. Vous avez une minute pour le sujet. Alors, moi, je pourrais dire que la multimodalité ne s'applique pas uniquement aux activités d'apprentissage, elle s'applique aussi à l'accompagnement des apprenants. C'est-à-dire que l'accompagnement lui-même est multimodal. Et donc, voilà, c'est pour laisser du temps à Marie-Christine de trouver un élément de réponse. Que, pour moi, il faut que les activités soient multimodales, mais aussi que l'accompagnement soit multimodal. C'est-à-dire que nous, équipe pédagogique, on puisse s'adapter aux besoins des apprenants avec une logique d'un accompagnement autonomisant et évolutif entre le début de parcours et le fin de parcours. Et donc, la question, Aurélia, c'était sur l'organisation apprenante, c'est ça? Alors, pour que ce soit une organisation apprenante, il faut qu'à la fois les activités soient multimodales, mais aussi que l'accompagnement soit multimodal. Voilà. C'est ce que je veux dire. Alors, j'ai envie de répondre par une partie de l'intro que nous a proposé Étienne Weber dans le livre, où il a fait une partie du texte très intéressante sur c'est quoi les moteurs de la multimodalité. Pour qu'il y ait multimodalité, il faut qu'il y ait quoi? Et en fait, lui, il insiste en fait sur 4 piliers. C'est important qu'il y ait du mouvement dans le sens de changement, de passage, que si la multimodalité, c'est juste une juxtaposition de modalités qui n'est pas animée dans une dynamique d'appropriation, elle est morte quelque part. Donc le mouvement est la première composante. La deuxième composante, c'est ce qu'il appelle la reliance, c'est comment sont reliées les différentes modalités proposées à l'apprenant pour qu'elles aient du sens. Parce que si elles sont juste données et qu'on ne l'invite pas à se les approprier, on n'est pas sur un dispositif actif. Donc, c'est une combinaison d'éléments qui va inciter l'apprenant à relier en ayant, nous, une posture de médiateur des apprentissages ou de facilitateur, si vous voulez, mais j'aime bien le mot médiateur parce qu'en plus, il vient du champ de la médiation cognitive des apprentissages et je trouve que ce champ théorique est plus juste que celui de facilitateur qui vient de la facilitation. La troisième composante est la composante ludique et celle du plaisir et donc du fait que je vais proposer des environnements humains et physiques qui vont générer du plaisir à apprendre. Pour moi, c'est une des composantes clés pour que justement il y ait apprentissage. Et enfin, il parle d'émergence, c'est-à-dire
faire en sorte qu'il y ait des émergences dans un dispositif préconstruit, mais je n'avais pas prévu qu'il allait émerger ça, et de ces émergences, les accueillir et faire du lien, par exemple, avec les notions que j'avais amenées. Alors, donc, je dirais, les multimodalités ne sont pas la seule façon de générer des organisations apprenantes, mais ces 4 piliers, pour moi, font partie de la dynamique vivante du fait d'embarquer des gens joyeusement dans des processus d'apprentissage. Oui, j'y réponds par 8, de notre côté. Merci. Loïc, tu avais aussi repéré, parce qu'il est 12h27, une autre question très différente qui est plus par rapport aux outils, aux modalités. C'est la question de la radio, en fait. Anne-Sophie qui nous demande finalement dans les multimodalités, celle de la radio comme en Australie ou en Afrique, est-elle encore utilisée? En fait, en Australie, j'ai pas vu de radio. J'ai pas dans ce qu'ils ont dit, j'ai pas entendu parler de radio. Par contre, là, en février, je vais au Québec et je vais en particulier interviewer des gens qui ne font que de la formation à distance depuis des années et qui se reposent la question de ne faut-il pas réintroduire de la présence à distance parce qu'ils étaient un peu solitaires derrière les écrans par la création de communautés apprenantes. Et je sais que dans les processus d'apprentissage au Québec, la radio avait une place. Donc, à la limite, j'essaierai de recueillir l'info, mais ça ne paraissait pas net là. Dans les pratiques australiennes, elle n'est pas apparue. Mais c'est super intéressant. C'est une super question, je me la garde pour... Mais d'autant que finalement, les podcasts reviennent à la mode. Peut-être que Jean veut dire quelque chose là-dessus, justement. Oui, exactement. C'est que pour moi, ce sont les podcasts qui ont écrasé la radio. Je vous invite à suivre la nouvelle série de podcasts de Stratis, qui va démarrer en janvier, justement, sur les questions que Marie-Christine et moi, on soulève autour de l'innovation pédagogique. Et les podcasts, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des équipes pédagogiques qui font des podcasts, mais moi, ce que j'observe, c'est que beaucoup d'apprenants font des podcasts. Plus l'apprenant produit et partage, et plus il s'implique. Donc, aujourd'hui, pour créer un podcast, c'est avec un ordiphone, c'est assez simple. Après, il y a des outils de montage, etc. Mais la radio, oui, mais sous forme de podcast, et donc et en ligne et asynchrone. Donc, ce qui est encore pour nous un argument supplémentaire pour créer cette diversité dans la continuité. Autre podcast que je vous recommande, c'est la chaîne AFEN de Stéphane Diebold, qui est très intéressante sur l'innovation pédagogique, où vraiment il y a ressources. Qui plus est, je finis sur Jean, c'est très intéressant de faire créer des podcasts aux apprenants dans les situations d'apprentissage que vous leur proposez dans la multimodalité, puisque cette ressource créée par l'apprenant devient une ressource d'apprentissage que vous pouvez basculer sur votre LMS si vous en avez un. Ou un drive. Et on a un emboîtement comme ça de coproduction qui est passionnant à organiser. Voilà, merci beaucoup. C'était super d'être avec vous. Et puis, je vois que le chat est tout vivant et affaire à suivre.